Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Isaïe TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La Commission électorale nationale autonome Sénat a franchi une étape décisive dans le processus de préparation de l'élection présidentielle d'avril 2026. Ce vendredi, l'institution a procédé à la remise des formulaires de parrainage aux élus conformément au calendrier électoral. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, à travers un communiqué, informe la population béninoise que la liste électorale informatisée provisoire sera affichée dans l'ensemble des centres de vote sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce samedi 13 septembre au 28 septembre 2025. Les détails à suivre dans cette édition. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a publié ce vendredi un communiqué rappelant l'interdiction de circuler sur le territoire national avec des véhicules dont le pare-brise ou les vitres latérales avant sont opaques. Plus de détails dans un instant. Merci de nous préférer chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Le processus de retrait des formulaires de parrainage à la Commission électorale nationale autonome Sénat a officiellement pris fin ce vendredi 12 septembre 2025. Au terme de cette étape, l'ensemble des 186 élus maires et députés ont retiré leurs fiches de parrainage. L'opération s'est déroulée sur plusieurs jours sous la supervision des services compétents de la Sénat. Romaric Diessougogbenou pour plus de détails. L'ensemble des processus de gestion du parrainage a été entièrement numérisé et sécurisé à travers la plateforme e-parrainage. Une innovation de la Sénat a introduite pour plus d'efficacité, de transparence et de sécurité. Mesdames, Messieurs, je me réjouis de pouvoir vous annoncer que les 109 députés et les 77 maires ont tous retiré leur formulaire de parrainage. Les derniers sont venus cet après-midi. Tous ont salué positivement la qualité et la sécurité du dispositif mis en place et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur sens de responsabilité et leur collaboration. Leur satisfaction est pour nous une précieuse reconnaissance de nos efforts. Dans les jours à venir, la Sénat poursuivra sa dynamique de modernisation en lançant la nouvelle version de la plateforme e-déclaration, un outil informatique de gestion de bout en bout du processus d'enregistrement et de gestion des déclarations de candidature. Cette activité sera accompagnée d'une formation au profit des techniciens des partis politiques afin de garantir une exploitation optimale du système et une appropriation efficace de la plateforme. En anticipant les enjeux spécifiques des élections couplées de 2026, la Sénat a introduit une autre innovation majeure en digitalisant entièrement le processus de gestion des accréditations des observateurs électoraux. Cette nouvelle solution permettra, entre autres, la soumission des demandes, le suivi, le traitement des dossiers, la génération des titres d'identification sécurisés et le dépôt des rapports d'observation. Je l'annonçais au début de cette édition, comme l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, l'a annoncé il y a quelques semaines, l'affichage et la consultation des inscriptions sur la liste électorale informatisée provisoire se déroulera à compter de ce samedi 13 septembre au 28 septembre 2025 dans tous les centres de vote et ce, l'ensemble du territoire national. Durant cette période, les populations, les électeurs particulièrement, auront la possibilité de consulter leurs données personnelles afin de demander la correction
renseignements en cas d'éventuelle erreur et un transfert de centre de vote si possible. Tout ceci se fera en ligne gratuitement sur les plateformes de l'ANIP. Une nouvelle mise à jour sera ensuite réalisée avant l'impression définitive de la LEI quelques semaines après. Restons toujours à l'ANIP où elle annonce l'organisation d'une série de manifestations à compter de ce samedi au 16 septembre 2025 dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'identité. Organisée en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, cette série de manifestations va se dérouler au niveau des guichets uniques de protection sociale, des écoles et des collèges spécifiés. L'agence informe que durant la même période, les usagers peuvent obtenir gratuitement sur cette plateforme en ligne e-service.anip.bj ou l'appli mobile ANIP-BJ, leur certificat d'identification personnelle et leurs actes de naissance sécurisés. L'ANIP invite donc tous les citoyens à profiter de ces services gratuits durant cette période. Dans un communiqué en date de ce 12 septembre 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou annonce une opération contre les véhicules automobiles qui ont des vitres teintées ou vitres opaques de façon illégale. Selon le communiqué, cette mesure concerne tous les véhicules dont les vitres empêchent une visibilité claire de l'intérieur depuis l'extérieur, sauf dans les cas où des dérogations expressément prévues par la loi ont été obtenues. Le ministère justifie cette décision par des raisons de sécurité routière et de contrôle, rappelant que le respect de la visibilité du conducteur est indispensable pour la prévention des accidents et le maintien de l'ordre sur les routes. Alassane Seydou invite donc les usagers de la route à faire preuve de civisme et de responsabilité en respectant la réglementation en matière de circulation routière. Dans un autre registre à présent, les diplômes sont considérés comme la certification de la maîtrise de certains savoirs et savoir-faire aux yeux de potentiels employeurs. L'obtention d'un diplôme est-il une garantie d'un avenir meilleur? Quelques citoyens béninois ont donné leurs impressions à vie au micro de Francis Sola Fahami. Aujourd'hui, ce sont les diplômes qui nous amènent à nous considérer comme des cadres. Et quand on dit on est cadre, c'est qu'on veut être cadré. On ne veut plus être souple, flexible et adaptable. Je pense plutôt que c'est la dimension humaine qui compte. Quelle est la formation humaine que nous avons eue pour pouvoir nous tirer des difficultés, pour pouvoir trouver des solutions face aux obstacles? C'est de ça qu'il s'agit. Tous autant que nous sommes ici, nous avons tous des diplômes. Bon, quelques rares personnes qui n'ont pas de diplôme ici, mais à des degrés divers. Et le fait d'avoir un diplôme, c'est déjà bon. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne vous garantit pas. Quand tu as le diplôme, tu as déjà garanti ton avenir. Puisque les recrutements aujourd'hui, c'est à base des diplômes qu'on recrute les gens dans des secteurs. Quand tu n'as pas le niveau, et quand on veut recruter, qui va te recruter? Donc, quand tu as le diplôme, tu as déjà une garantie de ton avenir. Le long d'une formation pour obtenir un parchemin, le parchemin ne représente pas la finalité, mais c'est un tremplin pour exposer, pour disposer et présenter ce dont on a les qualités. Donc, on ne doit pas se limiter au diplôme, mais à notre construction du savoir et à notre construction dans notre dimension humaine. Parce que le diplôme ne réfléchit pas à la place de l'homme. Je connais d'autres, et ils n'ont même pas de diplôme, mais eux-mêmes ils s'en sortent bien. Seulement que, parce que le diplôme, il y a le diplôme à part, il y a la connaissance à part, et il y a la compétence. Est-ce que vous voyez? Le tout, tu peux avoir les diplômes et ne pas être compétent. Est-ce que vous voyez? Or, le monde d'aujourd'hui, là, il faut être compétitif. Et ouais. Donc, il faut savoir, en tout cas, il faut être un bon manager, il faut être entrepreneur, il faut avoir le courage, et bon, le reste viendra. Dans la religion musulmane, la mort est perçue comme un rituel de passage et chaque étape doit être suivie à la lettre. La perte d'un être cher est toujours un événement douloureux et éprouvant pour les proches et les questions relatives à son enterrement et l'organisation de la cérémonie funéraire se posent malheureusement très rapidement pour la famille. Quelles sont les étapes d'un enterrement dans la religion musulmane et comment y procéder? Élément de réponse avec El Hadj Bachir Olassisi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de Francis Sola Fahami. L'enterrement en islam marque la fin
de la vie d'un être humain sur la terre. Et comme l'islam prend tous les aspects de la vie d'un être humain comme une adoration, il nous a été recommandé comment nous allons procéder à l'inhumation ou bien à l'enterrement du fidèle musulman qui est décédé. Lorsque nous sommes convaincus que le corps humain, l'être humain est déjà parti, il est complètement décédé, alors l'étape qui va suivre rapidement, c'est de préparer le corps. Comment préparer le corps? Cette préparation pour l'enterrement se base sur 3 étapes. En premier lieu, nous devons procéder au lavage du corps. Nous allons le laver. Et ce lavage, c'est une purification. D'habitude, nous faisons la ghusl de Janaba. Mais cela aussi a beaucoup de recommandations, beaucoup d'enseignements selon les traditions de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, ceux qui vont procéder à ce travail doivent être les gens du même sexe avec celui qui est décédé. Et le plus souvent, que ce soit un parent plus proche de cette personne. Ça peut être bon que c'est le mari qui lave sa femme et la femme lave aussi son époux. C'est recommandé en islam. Mais la purification et le lavage entre des sexes différents n'est pas conseillé en islam. Et aussi, celui qui veut procéder à cela doit tout d'abord se rassurer qu'il ne regardera pas la nudité de cette personne. C'est-à-dire qu'il y aura un paille blanc qui sera couvert, ils vont l'attacher complètement et que même tout ce que lui va faire, il va faire ça en dessous de cela. Et aussi, celui qui veut laver doit aussi porter un gant qui est déjà conçu pour cela. Et c'est de là qu'il procède à ce lavage et une purification proprement dit. Après cette étape, ça suit maintenant l'étape de l'habillement. Nous devons habiller le corps d'une manière dont l'islam nous l'a enseigné. Ce n'est pas de notre propre gré, mais plutôt nous allons le faire selon les recommandations de l'islam. C'est un paille blanc, tout blanc, non cousu, et que c'est préparé d'une manière à mettre le corps à l'intérieur de ce paille où il sera orienté, la tête sera orientée vers la Kaaba. Donc, le paille est déjà conçu d'une manière non cousue, mais il y aura la part de la tête où la tête sera un peu libérée. Tout le corps est enveloppé, mais la tête sera un peu libérée, laisser l'espace du visage. Et après cela, on l'a habillé, on l'a attaché d'une bonne manière. L'étape à suivre maintenant, c'est de l'amener dans la tombe. Sur cette étape-là, tout d'abord, il est recommandé que toute la famille, les parents, les fidèles musulmans accompagnent le cortège jusqu'au cimetière, là où ils veulent l'enterrer. Et si on veut mettre le corps dans le trou, tout d'abord, la manière dont nous creusons le trou en islam, c'est un peu tellement recommandé lorsque nous avons creusé le trou proprement dit. Nous creusons encore une petite partie que nous appelons al-lahad à l'intérieur de cette tombe. Là où on va mettre le corps même et le rot que nous avons conçu, c'est là où on met les planches, etc., ou bien les bois, ou bien les arbres. Ce qui veut dire que c'est tout comme il y a un trou dans un trou. Lorsque nous avons creusé le trou gravement sous forme de rectangle, à l'intérieur maintenant nous cherchons encore une forme un peu rectangulaire à l'intérieur. Ce qui veut dire que le corps est dans le trou à l'intérieur du grand trou et nous fermons la planche. C'est une recommandation. Alors lorsqu'on est arrivé au cimetière, la famille, les gens, on prend le corps doucement, d'une manière très doucement, et on met le corps à l'intérieur de ce trou, d'une manière que nous allons orienter le visage vers la Kaaba. Et le corps va se coucher sur le côté droit.
Là maintenant, toute la famille, on jette le poignet de sable là-dessus. Mais une partie peut-être qui est tellement très importante, avant d'amener le corps au cimetière, il y a une prière qui doit être organisée. Et cette prière, c'est pour demander le pardon pour celui qui est décédé. Après cette prière, nous l'amenons au cimetière et nous faisons comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et c'est recommandé, lorsque nous avons terminé, que toute la famille, les parents, les fidèles musulmans accompagnent le cortège jusqu'à la maison lorsqu'ils ont terminé. Et après l'enterrement, ils vont revenir à la maison. Les rassemblements des festivités sont interdits. Ils peuvent observer, la famille peut observer 3 jours de deuil à la maison. Après ces 3 jours, tout le monde est libéré. Les véhicules à bras pousse-pousse et charrettes ne sont plus autorisés à circuler sur les grandes voies asphaltées ni à occuper les trottoirs en République du Bénin. La décision déjà en application s'inscrit dans la volonté des autorités de fluidifier le trafic et de renforcer la sécurité en milieu urbain. La police républicaine a entamé le retrait systématique de ces engins des zones interdites. À cet effet, nous avons recueilli les appréciations de quelques commerçants dans le marché d'Antokpa. Ils sont au micro de Francis Olafahame. C'est une décision qui est vraiment très lourde. Pourquoi? Parce que les pousse-poussiers, ils ont vraiment un grand avantage. On ne va pas vous regarder les inconvénients. Du fait qu'on dit que aussi wajama o ṣe dáadáa fún wa parce que a gbọ́n pé on jalè lọ́tùn on jalè lósì wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwò mọ́ donc ó ti mọ́ wa lára ó ní pousse-pousse li ń gbà wá lẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ́mìjà náà tán bá rajà ń gbà mí àkó àmọ́ fún wọn lówó ṣẹ́mìjà owó pousse-pousse kan fi ra ìgbẹ́wò náà lọ ìdí ọkọ̀ fún wọn. Les pousse-poussiers, bon nombre d'entre eux, c'est eux qui aident les bonnes femmes à transporter leurs marchandises dans le quartier du marché d'Antokpa à la maison, par exemple. C'est les pousse-poussiers qui nous aident. Mais si on leur refuse de rentrer dans le marché, ça va causer beaucoup de problèmes. Parce qu'il n'y a pas de taxi en ville maintenant pour prendre ces marchandises-là. Donc le mieux, c'est de chercher comment les organiser pour que, avec le temps, si ce n'est pas les uniformes, bien on leur trouve un système pour les organiser. Dáadáa wa náà ni ìjọba ń fẹ́. Ìlọsíwájú ọmọ ìlú náà ni sùsì ìjọba a lè kọ́ àmọ́ ó kù díẹ̀ káàtó. Nígbà tí wọ́n bá ní kó ń kẹ̀kẹ́ bí wọ́n máa wà àrìnjà pé kó ń kẹ̀kẹ́ bí wọ́n máa circuler ní àlàntú ọjà báwo wọ́n sì fẹ́ kẹ́rù. Leur seul inconvénient, c'est le fait que ils font parfois ils sont des pagailleurs. Vous comprenez? C'est-à-dire ils font trop de pagaille, c'est-à-dire quand ils prennent les bagages, c'est des bagages, non? Ce qu'ils prennent, ce qu'on le voit là. Quand ils prennent ça, c'est que, et qu'ils sont en circulation, ils ne regardent pas ceux qui sont devant eux. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous cogner. Et souvent, il y a des enfants, il y a des femmes âgées, des personnes âgées plutôt, il y a des femmes enceintes. Lóòótọ́ àmọ́ pé dáadáa wa náà ni wọ́n wà àmọ́ kí wọ́n tún wọ́wọ́ mi fi tó kí wọ́n yọ wọn kúrò yẹn kò pè wá. L'objectif de cette mesure est de désengorger les trottoirs et d'améliorer l'esthétique urbaine tout en protégeant piétons, cyclistes et automobilistes. Suivons à présent les conducteurs de ces engins qui se prononcent sur cette mesure. So tí wọ́n bá sì fẹ́ gba ọjà náà ibẹ̀ náà lákò lọ àwọn míì bẹ̀rẹ̀ pé bíi ètúà bíi sẹ́mísẹ́lì bíi kankan báyẹn sẹ́mi pé nísìn tá a bá ní ká mọ kó ọjà láti bí lọ sínú ọjà kò sí bí bàbá àkànrin káàkiri náà ni ẹrù náà lásán gbé kò síbi tá a lè kẹrù lọ kò síbi tí wọn lè pa lọ ẹ̀ kọ́ dàbí bíi kẹ̀kẹ́ náà ni bíi mọ́tò náà ni wọ́n ní káwọn mọ́tò kan wọ́n kẹrù ibì kan wọ́n sàkó lọ so kò dọ́gba fún wa kíjọba kó ṣàánú fún wa torí pé náà la fi ń jẹun àìtí wà lẹ́nu ẹ̀ ní èso tó ọjọ́ mẹ́ta tí nǹkan báyìí tí ò ṣẹlẹ̀ rí ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kó ẹ̀kẹ́ wa ẹ̀kẹ́ tí wọ́n ti kó nísìnyí kò tí ì ní ẹ̀kẹ́ tí wọ́n ti gbà nísìnyí ó ti pọ̀ gan ni. nǹkan tó wá jẹ́ pé kí là máa ṣe kọ́ńtà bá gba kẹ̀kẹ́ bí wàá sìn kí là máa ṣe kí là máa jẹ nǹkan tó ń sọ yóò jà kí ló dé ká bá kó ẹrù àní tó máa ra ọjà lọ́jà
Kí ni o máa fi kó ṣèbí kẹ̀kẹ́ fí náà ni màá fi kó lọ sí ibi tí èèyàn fẹ́ fi kó lọ so ìgbà tó ń gba kẹ̀kẹ́ fí wa báyìí sìn ìyẹn ò dọ́gba fún wa. mi sì dé ìdìndàn àdó pàṣẹ pẹ̀tọ́ dé mẹ́ gbọ́dọ̀ fi pàṣípò bẹ́ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ pẹ̀tọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́ ọ̀bọ̀lọ̀ ndúró náà pẹ̀tọ́ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kana isi mẹ́sì à èyí sí mẹ́sì ọ̀ ntẹ́bùlọ̀ gbé pẹ̀tọ́ jáwé mi sọ́dọ̀ ntí bolo náà bolo yà ẹ̀wẹ̀ ẹ̀rọ ndúró pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ náà mẹ́ bẹ́ẹ̀ kalẹ́ dọ̀ ẹ̀ náà ikẹ́kẹ́ fi sí mẹ́sì ọ̀ ẹ pé wa. èmi gan tẹ́ ń wo ìwọ̀n ti gbàgbé tèmi náà so àtijọ́ àti mú nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó sànù wa ní àsanwó ilé ọmọ lọ léèwé tó wà lásìkò tó yá pé àwọn ọmọ iléèwé ti wọlé so gbogbo ẹ̀ nísìnyí kò sàgbára mọ́ àríyàn kan ṣe mọ̀ pé tí wọ́n bá ti gba nǹkan lọ́wọ́ èèyàn wọ́n gbọ́dọ̀ fún wa ní nǹkan mìíràn tó yẹ pé èèyàn mọ̀ ṣe àríyàn kan ṣe ju nǹkan tá à ń ṣe náà lọ kọ́ lọ́wọ́ sànù wa ní kí àrò ìjọba ẹ dákun àrò ìjọba o kọ́ sànù fún wa kọ́ wọ́n sànù wa kọ́ wọ́n sànù fún wa o kọ́ má jẹ́ kó yẹ ojú tì wá àtijọ́ àti mú tiwọn ọlọ́run níjẹ́ ó nira fún wa o kò sí bá ṣe mọ ṣiṣẹ́ tá à ní dáàrin ìlú àdáàrin ìlú náà sáà ní tábà tí ọlọ́pàá bá yẹ ẹ̀rù mọ́ bà wá ni wọ́n gbà ìkẹ́ lọ́wọ́ wa wọ́n lọ́ọ̀kẹ́ bá lọ́wọ́ mi wọ́n lọ gbà tí ó yẹ pé kò sí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe. Cette édition se poursuit hors de nos frontières en République démocratique du Congo. L'audience dans le procès de Joseph Kabila a été renvoyée au 19 septembre 2025. L'ancien président, poursuivi par la haute cour militaire, risque la peine de mort. Il est accusé de complicité avec le groupe M23, soutenu par le Rwanda. L'ancien président est absent de ce procès qui a commencé depuis le 25 juillet 2025. La Cour devrait se prononcer ce vendredi 12 septembre, mais une demande de dernière minute de la partie civile a été acceptée. La Cour s'est une première fois retirée pour examiner cette demande qu'elle a donc jugée recevable. S'en est suivi un long échange sur le délai. Les avocats souhaitent revoir à la hausse, par exemple, leur demande de réparation de 25 milliards de dollars à 30 milliards. Ils ont également demandé à requalifier les charges de trahison à espionnage. Ils estiment en effet que la nationalité de l'ancien président Joseph Kabila fait désormais débat. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce vendredi 12 septembre 2025 la déclaration de New York, un texte visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux États au Proche-Orient, l'un israélien, l'autre palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas, déjà co-signé en juillet par 17 États dont plusieurs pays arabes. La déclaration va cette fois-ci plus loin dans le contexte de l'achèvement de la guerre à Gaza. Le Hamas doit cesser d'exercer son autorité sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l'autorité palestinienne avec le soutien et la collaboration de la communauté internationale conformément à l'objectif d'un État de Palestine souverain et indépendant. À la suite du président français Emmanuel Macron, plusieurs pays ont annoncé leurs intentions de prendre une telle décision lors de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre le 22 septembre prochain. Un processus vu comme un moyen supplémentaire de faire pression sur Israël pour mettre fin à la guerre à Gaza déclenchée après les attaques du Hamas le 7 octobre 2023. Dernière information sportive pour boucler cette édition. Le 27 septembre prochain, Sylvain Bossouvi fera une marche de la capitale politique du Bénin, Porto-Novo à Rabat, pour une distance d'environ 5000 km. Il s'agit d'une initiative qui vise à soutenir les guépards du Bénin à leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. Suivant ces propos, au micro de Komlan Kanté Amoussou pour plus de précision. Ce projet est un projet d'abord social, pour mettre sur pied la maison des champions qui va s'occuper de la formation des enfants dès le jeune âge. Donc je vais marcher de Porto-Novo, du siège de la Fédération béninoise de football, rallier Rabat, pour pouvoir soutenir les guépards du Bénin lors de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Je vais quitter le samedi 27 septembre à Porto-Novo, siège de la Fédération béninoise de football. Direction, je vais revenir à Cotonou et de Cotonou, je vais aller vers le Togo. Du Togo, je vais aller au Burkina. Du Burkina, je vais aller au Mali. Du Mali, je vais aller au Sénégal. Et du Sénégal, je vais faire la Mauritanie. Et après la Mauritanie, je serai sur la terre des Marocains. Je vais arriver probablement 5 jours ou bien une semaine avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai déposé les courriers un peu partout. Et je n'ai pas encore eu de soutien, mais j'espère toujours. Je lance un appel à l'endroit de tous les sponsors que j'ai contactés qui n'ont pas encore réagi, de réagir, de m'aider à réaliser ce nouveau projet pour le développement du pays. Voilà, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.